Les anglophones appellent la sarcoïdose the great mimicker, c'est-à-dire en gros la maladie qui peut prendre toutes les formes et tous les aspects possibles. Et c'est pas faux parce que eh bien, la sarcoïdose, il y a des aspects typiques et des aspects beaucoup moins typiques. Aujourd'hui, on va faire relativement simple, hein. On va regarder un cas tout à fait classique de sarcoïdose, mais de sarcoïdose floride, très importante, même si, vous allez le voir, les symptômes sont assez peu parlants. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Ona, je suis radiologue au CHU de Strasbourg et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le dossier scanographique d'une patiente jeune, environ 30 ans, qui n'a pas vraiment d'antécédents, si ce n'est quelques épisodes de vertige au cours des dernières années, et qui a comme plainte principale une toux qui évolue depuis environ 1 an, une toux sèche, mais qui est gênante, et qui, depuis quelques mois, s'accompagne d'une dyspnée, dyspnée qui est évaluée par son médecin à environ NYHA2, c'est-à-dire gênée à la montée d'environ 2 étages aux escaliers. Devant la présence de cette toux, de cette dyspnée, un premier bilan est réalisé, comprenant notamment une biologie, mais aussi un scanner thoraco-abdominopelvien. Alors pour être honnête, je ne sais pas si le scanner thoraco-abdominopelvien a été réalisé immédiatement ou s'il a été fait secondairement après une radiographie du thorax. Ça, j'ai pas l'histoire complète, mais toujours est-il que nous, on va regarder ensemble le scanner. Le bilan biologique, lui, qu'est-ce qu'il montrait? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est un petit syndrome inflammatoire avec une CRP à 27 et une lymphocytopénie CD4. Ça, c'est pour les internistes, parce que nous, radiologues, on nous dit lymphocytopénie CD4. Ok, on dit, il faut peut-être voir si c'est un VIH. Ce n'était pas un VIH, mais il paraît que ça oriente vers la sarcoïdose. Petite blague pour les internistes. Nous, on va regarder ensemble le scanner thoraco-abdominopelvien. Let's go. Nous voici donc devant le scanner thoracique de cette patiente. On va être systématique et on va déjà commencer par l'étage thoracique, puisque les principaux symptômes de la patiente sont thoraciques, et on va analyser ce que l'on retrouve à l'étage thoracique. On rappelle que les symptômes, même si c'est les principaux, ils sont assez faibles, puisqu'il s'agit de toux et de dyspnée. Nous avons ici la fenêtre médiastinale. Cette fenêtre médiastinale nous permet d'analyser les vaisseaux, d'analyser le médiastin, de rechercher des épanchements, de rechercher des anomalies œsophagiennes notamment. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons déjà des formations ganglionnaires médiastino-hilaires bilatérales que vous voyez ici, ici pour le hile du côté gauche, ici et ici pour le hile du côté droit, associées effectivement aussi à quelques formations ganglionnaires sous-carinaires. Il n'y a pas de ganglion axillaire de taille significative, il n'y a pas de ganglion jugulo-carotidien bas ou cervical postérieur. Donc nous avons des formations ganglionnaires / adénomégalies médiastino-hilaires bilatérales qui sont confluentes, qui sont non compressives. Vous voyez qu'il n'y a pas d'effet de masse sur les structures vasculaires. C'est quelque chose d'important. Ces formations ganglionnaires ne présentent pas de nécrose et elles ne présentent pas non plus de calcification. Nous voyons une petite lame d'épanchement péricardique, plutôt inférieure. Nous n'avons pas d'épanchement pleural à droite comme à gauche, et nous n'avons pas de grosses anomalies des structures vasculaires, il n'y a notamment pas d'embolie pulmonaire, et nous n'avons pas d'anomalie au niveau œsophagien. Voici pour les constatations au niveau du médiastin. Passons maintenant au niveau du parenchyme pulmonaire. Là, nous voyons que le parenchyme est très anormal. Effectivement, cela saute aux yeux. Alors j'essaye, pour ceux qui ne sont pas familiers avec du parenchyme pulmonaire sain, de trouver une petite zone de parenchyme. Nous avons par exemple par ici une zone qui est relativement épargnée, ou par exemple ici. Donc le poumon normal, c'est majoritairement de l'air, c'est pour ça qu'au scanner, ça va apparaître principalement noir,
avec des petites structures linéaires blanches qui correspondent au vaisseau, à l'interstitium pulmonaire. Ça, c'est du poumon normal. Chez notre patiente, nous voyons effectivement que le poumon n'est pas du tout normal. Nous allons essayer d'analyser pourquoi. La première question, c'est quelles sont les lésions élémentaires que nous voyons. Alors, la lésion principale, chez cette patiente, il s'agit de micronodules. Et ça, nous le voyons déjà sur les coupes fines axiales millimétriques, mais ceci sera plus évident sur les coupes en MIP. Les coupes en MIP, c'est très important. Qu'est-ce que c'est? C'est un épaississement sur plusieurs millimètres dans lequel il y aura une sommation de tous les pixels les plus denses. Et bien sur ces coupes en MIP, nous voyons apparaître plein de petits points. Petits points qui sont blancs, mais blancs pas très intenses, qui sont bilatéraux, qui sont vraiment diffus, qui sont très importants. Ces petits points, vous le voyez, correspondent à des micronodules. Ces micronodules présentent une distribution qui est bilatérale, qui est extrêmement importante, qui va atteindre l'interstitium sous-pleural. Ce n'est donc pas une distribution qui est exclusivement aérique centrolobulaire. Et vous voyez qu'il y a une prédominance, notamment autour des scissures, comme ceci. Donc il s'agit plutôt d'une distribution périlymphatique. Revenons maintenant sur les coupes fines. Sur les coupes fines, effectivement, vous voyez que l'on voit très bien les septa interlobulaires et que ces septa sont effectivement, si l'on zoome ici, le siège de ces micronodules. Ces septa sont donc épaissis de manière irrégulière. Rappelez-vous, on avait vu une fois un cas, j'essaie de vous le mettre ici ou là, un cas de décompensation cardiaque gauche dans lequel les septa étaient épaissis de manière très régulière. Là, c'est complètement différent, c'est un épaississement qui est irrégulier, qui est micronodulaire. Cet épaississement-là, micronodulaire irrégulier, il témoigne de la distribution périlymphatique de l'atteinte. Donc, c'est la lésion élémentaire, c'est les micronodules. Les autres lésions que nous avons ici de la condensation alvéolaire. Effectivement, vous voyez tout ce blanc qui est autour des vaisseaux et autour des structures bronchiques. C'est de la condensation alvéolaire, pareil, de distribution périlymphatique, donc majoritairement autour des structures bronchiques et vasculaires. Cette condensation alvéolaire, elle correspond à la confluence de plusieurs micronodules, et vous le voyez, elle prend un aspect qui prédomine franchement dans les lobes supérieurs et qui s'organise dans un caractère un peu rétractile avec cet aspect stellaire. C'est le fameux galaxy sign que l'on retrouve donc dans la sarcoïdose. Qu'avons-nous comme autre anomalie? Eh bien, il faut analyser les bronches, rechercher si nous avons des bronchectasies ou des distorsions architecturales. Eh bien, il n'y a pas véritablement de bronchectasie. Effectivement, certaines bronches sont parfois un petit peu trop bien visibles en distalité, mais on n'a pas véritablement de bronchectasie. Et vous le voyez, on n'a pas non plus de distorsion architecturale, notamment le trajet des scissures est relativement préservé. Nous n'avons pas d'autres anomalies associées, notamment pas de plage en verre dépoli. Donc, à l'étage thoracique, qu'est-ce que nous avons? La lésion élémentaire correspond à des micronodules de distribution périlymphatique extrêmement nombreux, bilatéraux, relativement symétriques, mais avec une prédominance dans les lobes supérieurs et une confluence en la réalisation de ces condensations alvéolaires rétractiles de type galaxy sign. Ceci est associé à des formations ganglionnaires / adénomégalie médiastino-hilaire bilatérale symétrique et non compressive. L'ensemble est caractéristique d'une sarcoïdose. Il s'agit d'une sarcoïdose pulmonaire de stade 2 avec atteinte parenchymateuse et atteinte médiastinale associée. Alors, c'est magnifique, mais ce n'est pas terminé. Il s'agit d'un scanner thoraco-abdominopelvien. Regardons donc maintenant ce qui se passe à l'étage sous-diaphragmatique. En effet, la sarcoïdose est une pathologie qui est protéiforme et qui peut atteindre de multiples organes. Eh bien, nous avons effectivement une
hépatosplénomégalie. Mesurons la flèche antéro-postérieure du foie en regard de la bifurcation aortique. Elle est modérément augmentée, pas tant que ça en fait. Mesurons la flèche splénique, 11 cm, légèrement augmentée. En tout cas, effectivement, visuellement, ça semble un peu large. Et quand on regarde, c'est surtout extrêmement hétérogène. Vous avez de multiples lésions hypodenses, nodulaires, qui sont confluentes au sein des parenchymes hépatiques et, vous le voyez ici, du parenchyme splénique. Ces anomalies correspondent à une atteinte sarcoïdosique hépatosplénique associée. Il s'agit de granulomes qui sont associés. Nous devons rechercher d'autres atteintes. Au niveau des parenchymes rénales, nous n'en avons pas. Au niveau des parenchymes hépatiques, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas non plus d'adénopathie rétropéritonéale. Nous n'avons pas non plus d'épanchement intra-abdominal. Nous n'avons pas non plus d'atteinte osseuse autre présente. Si l'on fait la synthèse, qu'avons-nous vu dans ce dossier? Eh bien, nous avons vu des signes extrêmement frappants, surtout à l'étage pulmonaire, avec à la fois une atteinte médiastinale et surtout une atteinte parenchymateuse extrêmement sévère. Le fait d'avoir une atteinte aussi importante et des signes cliniques et notamment l'état général conservé, c'est aussi un argument pour la sarcoïdose. Donc là, nous avons un aspect en TDM qui est tout à fait typique de sarcoïdose, qui colle avec la clinique, qui colle aussi avec la biologie et notamment la lymphocytopénie. Tout cela permet de poser de manière quasi certaine le diagnostic de sarcoïdose, qui sera potentiellement confirmé par d'autres examens. Nous avons aussi sur ce scanner quelque chose qui est plus rare, qui est la présence d'une atteinte hépatique et splénique. En règle générale, le plus souvent, la sarcoïdose se voit à l'étage thoracique, mais vous le voyez, le scanner permet aussi de dépister ces atteintes-là. L'intérêt pédagogique de ce dossier, c'est de montrer comment est-ce qu'on raisonne face à ce type d'anomalie. On a un scanner qui, à première vue, peut sembler extrêmement impressionnant. Ce qu'il faut, c'est arriver à le dématérialiser en quelque sorte, signe par signe, atteinte par atteinte, organe par organe, avec une approche systématique. Effectivement, quand on a l'habitude, dès qu'on voit l'image, on sait que c'est une sarcoïdose, c'est tout à fait classique. Mais quand on n'a pas l'habitude, on peut être un peu impressionné par ces images. Si on les prend une par une, on voit que tout concorde et tout colle, que ce soit les lésions élémentaires, que ce soit la distribution des lésions élémentaires, que ce soit la réunion de ces lésions élémentaires. Tout permet de confirmer le diagnostic de sarcoïdose. Voilà, j'espère que ce cas vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, que ce soit de l'imagerie thoracique, de l'imagerie d'urgence ou de l'imagerie cardiovasculaire. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.